Après 4 années de recherche, le projet ANR Scapin, pour salariés en emploi peu qualifié, quelle perspective face à l'injonction de devenir acteur ou actrice de leur parcours professionnel, a restitué ses principaux résultats lors d'une conférence finale organisée à Marseille le 6 juin 2024 et intitulée « Quand on veut, on peut, le pouvoir d'agir des salariés en emploi peu qualifié ». Nous vous restituons ici les échanges qui ont eu lieu au cours de cette journée. Extrait de l'atelier intitulé « Occupe-t-on un emploi peu qualifié par manque d'ambition ?» animé par Bernard Gazier, avec comme intervenants Assad El Akrimi, Camille Stéphanus, Josiane Béraud, Xavier Joutard, Stéphanie Moulet, Alexis Robert et Arthur Sawadogo. Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis heureux d'être ici et je voudrais remercier le CEREC et en particulier Josiane Béraud, avec qui je poursuis depuis assez longtemps un dialogue qui pour moi est très important. Et donc je suis heureux de lancer cette deuxième session. Alors, cette session, vous avez un titre qui est assez provoquant, qui est même un peu méchant. D'un côté, vous n'avez pas d'ambition, vous êtes nul. Donc il y a un côté très provoquant, mais je crois que derrière, il y a une question extrêmement importante qu'on va aborder avec des enquêtes qui sont des enquêtes spécifiques, nouvelles, des données nouvelles. Et la question, c'est celle des parcours professionnels. Alors tout à l'heure, on a évoqué le terme de marché transitionnel. Je voudrais dire que bien sûr, c'est la perspective de recherche dans laquelle je m'inscris. Je voudrais dire aussi que c'est une perspective qui est à la fois positive et normative. Positive, ça veut dire décrire ce qui est. Est-ce que les transitions sont bonnes ou sont pas bonnes? Et ça va être une question qu'on va voir. Et puis il y a une autre question, c'est comment faire pour les améliorer. Est-ce qu'il ne faut pas une démarche assez systématique? Ça, c'est ma conviction. C'est donc une démarche normative. Il en sera peu question, puisque là, la question, c'est de savoir comment ça se passe. Les parcours, comment ça se passe. En effet, derrière ce qui a été évoqué tout à l'heure, finalement, l'enjeu pour les personnes, c'est comment ça se passe au cours du temps. Et c'est cette dimension, alors il y a un terme technique qu'on utilise, c'est cette dimension longitudinale qui va nous retenir. D'abord, un tout petit mot quand même sur Scapin. Josiane m'a dit que j'avais le droit de le dire, c'est que je me suis interrogé sur Scapin. Bon, Scapin, c'est Molière, c'est les fourberies de Scapin. Alors, où y a-t-il des fourberies? Ici. En fait, il s'agit plutôt de l'insolence de Scapin. Scapin est un valet. Il est dominé, mais il est insolent. Et il s'en sort, en fait. Alors, le terme qui a été choisi, c'est quand même une jolie contorsion, ça j'ai noté parce que j'arrive pas à mémoriser. Donc, le S, c'est salarié. Donc, salarié peut qualifier, SCA. Voilà. Alors, quelle perspective on a le P face à l'injonction de se former. Voilà. Scapin, de se former et d'être acteur de sa vie professionnelle. Alors, un petit mot sur Scapin quand même encore, c'est que j'ai été chercher l'origine du terme. Alors, Scapin, ça vient d'un mot italien qui est escapare, s'échapper. Et en fait, c'est celui qui a une cape, comme le petit chaperon rouge, et quand il est poursuivi, il laisse sa cape au poursuivant, et il s'échappe. Donc, s'échapper, c'est laisser sa cape. Alors, j'y vois personnellement l'accent qui est mis sur les mobilités dont c'est libératrice, en tout cas sur les bonnes ou sur les mauvaises mobilités. Alors, qu'est-ce que l'on va avoir maintenant? Quelque chose de très différent de la table ronde précédente. En effet, il va s'agir de travaux qui sont des enquêtes quantifiées. Voilà, c'est quantifié, c'est plein de chiffres, il y a des statistiques partout. Il me semble que les enjeux de ces enquêtes quantifiées sont extrêmement importants. Et je voudrais souligner qu'ici, il y a deux enquêtes. D'abord, il y a l'enquête reine du CEREC, traditionnelle, l'enquête génération, renouvelée périodiquement, etc., qui porte sur les jeunes qui quittent l'appareil de formation et leur trajectoire après. Donc ça, c'est deux contributions qui vont utiliser cette enquête. Ensuite, vous avez une autre enquête qui est un peu ma chouchou, parce que j'ai participé à son élaboration, j'ai appuyé, j'ai dit oui, il faut le faire, etc. C'est l'enquête défi. Alors l'enquête défi, c'est une enquête qui porte sur le devenir de salarié dans l'entreprise et
qui obéit un petit peu, mais un petit peu seulement, malheureusement, à la logique du panel, c'est-à-dire à une logique où chaque année, on observe et l'entreprise et les gens qui sont dedans, et on essaye de voir au cours du temps ce qui s'en fait. Alors, dans un panel, quand des gens s'en vont, on en remet d'autres. Et c'est ça qui est coûteux, qui n'a pas été fait. Et donc, nous avons un panel, ou un quasi-panel, qui a eu 5 années de bon fonctionnement, et qui apporte des éléments extrêmement utiles. Alors pourquoi ils sont utiles par rapport à la discussion que nous avons eue tout à l'heure? Eh bien parce qu'ils regardent à la fois les entreprises et les gens. Et donc on est bien sur la question du partage de responsabilités. Y a-t-il des initiatives ou pas? Je termine en disant que nous allons avoir non seulement 2 enquêtes, mais aussi 2 regards théoriques qui se mélangent un peu, mais pas complètement. D'un côté, l'approche par les capacités et les capabilités, je pense que c'est et d'un autre côté, l'approche par la segmentation du marché du travail, qui met l'accent sur les mobilités forcées. Et donc on a ces 2 approches qui, ici, sont tantôt développées séparément, tantôt mises un petit peu en fonctionnement conjoint. Voilà. Alors, un dernier mot encore, 4 contributions, et ces 4 contributions, en fait, elles dessinent une sorte de chaîne. On va partir de la formation. On va voir si la formation dans l'entreprise c'est voulu, comment ça se fait, etc. Ensuite, on va voir les reconversions, ça ce sera le bloc défi, si je puis dire. Ensuite, on va passer à l'insertion des jeunes, et donc la trajectoire va intégrer la possibilité d'avoir du chômage, des choses comme ça, on va ouvrir sur quelque chose de plus ouvert que simplement les gens qui sont dans l'entreprise et qui le laissent, et on va terminer sur un épisode récent, on va aller jusqu'à la crise. Alors je souligne un paradoxe ici, je crois qu'il vaut mieux le souligner tout de suite. On a parlé d'une loi de 2018. Eh bien, les données que nous allons examiner sont utiles, mais la plupart sont antérieures à 2018. C'est la loi de la production scientifique, il va falloir attendre encore un moment pour qu'on ait quelque chose sur cette loi, d'autant plus qu'il y a la crise sanitaire. Donc je propose de commencer tout de suite, et donc on va commencer par M. Lacrémy, je crois que c'est vous, et Camille Stéphanus. Voilà, vous avez seulement 15 minutes, et je vais essayer d'être un petit peu tyrannique de ce point de vue-là. Il n'aurait pas de... Bonjour à toutes et à tous. Donc du coup, avec Camille, on va présenter un travail qu'on a fait avec Catherine Bidulier, qui ne pouvait pas être là. Et ce travail a donné lieu à un article qui a été accepté dans Formation Emploi, et qui va parler essentiellement de l'aspiration à se former. Et donc, on est parti d'une idée reçue. Les idées reçues bercent nos vies. Qui n'a pas entendu? Une fois dans sa vie, si tu t'en sors pas, c'est parce que tu ne veux pas t'en sortir. Si tu ne vas pas mieux, c'est parce que tu manques d'envie ou de volonté d'aller mieux. Et donc, on est parti de cette idée-là, mais les idées reçues sont aussi des idées qui viennent aussi fonder beaucoup de choses, surtout lorsqu'il s'agit de la formation, parce que lorsqu'on regarde la recherche sur la formation et la réglementation sur la formation, on a au moins 2 choses qui apparaissent. D'abord, il y a l'idée que si les personnes qui sont en emploi peu qualifiées ou non qualifiées ne se forment pas, c'est parce qu'il manque d'ambition et parce qu'il manque d'appétence ou de motivation à se former. Et donc, du coup, c'est cette envie de ne pas se former qui va les désinciter à ne pas se former. Et donc, cette idée d'appétence, c'est une idée qui est assez ancienne, qui continue à exister jusqu'à aujourd'hui. Et l'un des objectifs de cet article, c'est de venir travailler sur l'appétence, mais indirectement à travers l'idée que pour avoir de l'appétence, il faut avoir de l'espoir. Et l'espoir, on va l'examiner à travers la notion d'aspiration à se former. Et on aspire lorsqu'on a un projet. La deuxième idée qu'on a voulu étudier, c'est de voir le partage des responsabilités. Lorsqu'on regarde tous les dispositifs sur la formation, on va voir que la formation va de plus en plus, les lois sur la formation vont de plus en plus sur la question de partage de la responsabilité, co-responsabilité. En réalité, lorsqu'on regarde ce que fait le législateur français, c'est pas seulement la formation. Tout est balayé par cette idée de partage de responsabilité. Lorsqu'on regarde l'épargne et la retraite, on va vous dire votre retraite, c'est aussi votre responsabilité, votre épargne, c'est votre responsabilité, votre formation, c'est votre responsabilité. Et cette idée de transfert de la responsabilité sur l'individu, son partage entre le collectif et l'individuel,
est très important. Et donc, notre questionnement était de voir, est-ce qu'en fin de compte, l'individu, si on considère son aspiration à se former, peut pousser à mieux se former, à accéder réellement à se former, et est-ce que les dispositifs qui sont dans l'entreprise viennent ajouter quelque chose? Donc, on est parti de cette idée. En réalité, en fait, je le dis souvent, on s'est inspiré d'une chanson de Céline Dion qui disait « S'il suffisait d'aimer, s'il suffisait qu'on aime », et on s'est dit « Tiens, on va se dire, s'il suffisait d'aspirer, s'il suffisait qu'on aspire, est-ce qu'on se forme ?» En réalité, on est sur quelque chose qui est au départ simple. Est-ce que l'aspiration va déverrouiller, débloquer l'accès à la formation, quel que soit le niveau de qualification? Donc on se pose la question pour tout le monde. Que vous soyez dans un emploi qualifié, fortement qualifié, ou dans un emploi peu qualifié, non qualifié, est-ce que vous, lorsque vous aspirez à se former, est-ce que lorsque vous aspirez aussi à un avenir meilleur, vous avez quelque chose qui vient se déclencher et donner accès à la formation? Deuxième chose, est-ce que les dispositifs organisationnels viennent renforcer et ajouter quelque chose en plus? Et la dernière question, est-ce qu'en fin de compte, l'aspiration peut nous permettre de rattraper notre retard lorsqu'on est en emploi peu qualifié ou non qualifié? Est-ce que, en fin de compte, l'inégalité est quelque chose de laquelle on peut s'en sortir lorsqu'on aspire et lorsqu'on nous permet d'aspirer à quelque chose de meilleur? Donc, on a posé 3 hypothèses. Il y a une hypothèse, c'est Camille qui va s'en occuper, de questions d'homogenéité, c'est-à-dire, on s'est posé la question, est-ce que tout le monde, dès le départ, parte sur un pouvoir d'aspiration qui est le même? Or, en réalité, non. Pour pouvoir espérer, c'est pas aussi facile que ça pour tout le monde. Et donc, il y a une question qui permet de dire lorsque ça peut aller dans les deux sens. Et donc, on voulait écarter cette idée-là, pour écarter ce problème d'endogénéité au départ. Ensuite, on s'est posé des questions sur les dispositifs les plus importants, à savoir l'entretien professionnel et la diffusion de l'information. Est-ce que ça aide? Et on s'est posé une troisième hypothèse, c'est-à-dire s'il y a un vrai levier d'aspiration, est-ce que les personnes peu qualifiées ou non qualifiées arrivent à rattraper leur retard? On va voir, peut-être si, peut-être un peu. Alors, pour tester les hypothèses donc, que nous a présentées Assad, nous avons utilisé les données des 5 vagues d'interrogation du dispositif d'enquête défi. Donc, ça nous permet d'avoir pour un champ de salariés du secteur marchand, d'avoir des informations sur les parcours de formation de 2014 à 2019. Et aussi, ça nous a permis aussi d'exploiter une question qui sera le proxy de l'aspiration à se former. On demande aux salariés en 2015 s'ils souhaitent se former dans les 15 ans. Donc, maintenant, un petit point de méthode. Donc, pour tester à partir de données les hypothèses que nous a présentées Assad, nous devons modéliser la probabilité d'accéder à la formation selon que le salarié souhaite se former ou non. Donc, c'est la relation modélisée par la flèche qui est à votre gauche. Et aussi, nous devons étudier donc l'effet combiné donc du souhait de se former, du niveau de qualification du poste et de leviers organisationnels qui sont représentatifs de caractéristiques de l'entreprise, de l'environnement de travail. Donc, nous avons sélectionné ici la participation à l'entretien professionnel des salariés et s'il a été informé des possibilités de formation. Donc, un premier hic dans notre méthode, nous avons observé donc un biais d'endogénéité entre le souhait de se former et l'accès à la formation. C'est-à-dire qu'il existe des éléments que nous ne pouvons pas observer avec notre enquête, tels que l'aptitude des salariés ou leur personnalité, qui vont avoir un effet à la fois sur l'aspiration à se former, sur l'accès à la formation, et ça va peut-être surestimer, par exemple, l'effet du souhait de se former. Donc, pour
contrecarrer donc ce biais, nous avons utilisé une méthode de modélisation qui s'appelle le probit bivarié récursif, qui est une méthode à deux équations. Une équation qui modélise l'accès à la formation et une autre équation qui modélise le souhait de se former. La probabilité donc de souhaiter se former. Donc après ce point méthodo, passons au résultat. Un premier modèle nous donne trois enseignements. Premièrement, donc l'aspiration à se former donc accroît la probabilité d'accéder à une formation par la suite pour les salariés. Deuxièmement, donc des leviers organisationnels tels que l'information des salariés sur les possibilités de formation, mais par un canal qui est la hiérarchie ou le service des ressources humaines, et le fait d'avoir suivi un entretien professionnel augmente aussi les chances d'accéder à une formation. Et enfin, donc aspirer à se former dépend aussi de la situation professionnelle et de l'environnement de travail des salariés. Par exemple, la stabilité du contrat augmente aussi la probabilité de souhaiter se former, ou être salarié d'une entreprise qui donne un effort financier, économique à la formation plus important. Ensuite, un deuxième modèle, donc nous avons mis en œuvre un deuxième modèle avec une variable qui croise l'effet de l'entretien professionnel et de l'aspiration à se former. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre particulièrement l'effet facilitateur de l'entretien professionnel qui s'additionne à celui de l'aspiration. C'est-à-dire que parmi les salariés qui aspirent à se former, ce sont ceux qui ont suivi un entretien professionnel qui se forment le plus souvent. Ensuite, donc un troisième modèle dans lequel nous avons intégré une variable croisée donc de l'information des salariés sur les possibilités de formation et l'aspiration à se former, nous montre aussi que l'effet facilitateur de l'information s'additionne avec celui de l'aspiration. C'est-à-dire qu'ici aussi, parmi les salariés qui souhaitent se former, ce sont ceux qui sont informés des possibilités de formation qui vont le plus souvent se former. Donc ces derniers résultats, donc des trois des trois pages précédentes, nous montrent que malgré donc l'effet positif de l'aspiration à se former, cela nous montre l'importance du contexte organisationnel. Donc pour mobiliser dans un premier temps le souhait de se former et dans un deuxième temps l'accès à la formation. Enfin, un dernier modèle dans lequel nous avons intégré une variable qui croise donc l'effet du niveau de qualification du poste et du souhait de se former, nous montre que le souhait de se former augmente la probabilité donc d'accéder à une formation quel que soit le niveau de qualification du poste, donc pour les postes avec un niveau de qualification élevé et ceux avec un niveau de qualification plus faible. Mais lorsque les salariés souhaitent se former, ce sont encore les salariés en emploi qualifiés qui ont le plus souvent accédé à la formation, c'est-à-dire que les inégalités d'accès à la formation restent même si les salariés souhaitent se former. On va conclure. Donc, pour résumer, est-ce que les idées reçues sont fausses? En réalité, non. Est-ce qu'elles sont vraies? En réalité, non plus. C'est-à-dire, quelque part, l'idée, c'est de dire, l'aspiration, elle va déverrouiller, débloquer, mais elle ne permet pas de rattraper les inégalités, le retard. En fin de compte, on peut vouloir, mais ça ne veut pas dire qu'on peut rattraper le retard. Donc, si on veut, on peut, mais pas beaucoup. Et surtout, en fait, si on veut, et pour qu'on puisse pouvoir, il faudrait que, les entreprises et les décideurs créent des espaces dans lesquels l'aspiration puisse s'exprimer. Et donc, il faut donner la possibilité aux individus d'aspirer. Et ça, c'est pas aussi simple, c'est pas évident. Et deuxième chose, il faudrait à la limite créer des éléments supplémentaires qui permettent éventuellement de rattraper le retard qui est celui des personnes qui sont en emploi peu qualifiées ou non qualifiées. Autrement dit que, pour terminer,
l'aspiration à se former, elle joue un rôle, elle est importante, elle déverrouille, mais elle suffit pas, elle est nécessaire, mais pas suffisante, surtout, quelle que soit la situation, ceux qui sont déjà en emploi peu qualifiés continuent à en bénéficier davantage. C'est magique. J'avais terminé avec un peu d'avance, bravo. Alors, je retiens de cette intervention deux idées. Il y a une première idée, c'est que pour avoir un effet véritable, il faut aspiration puis s'appuie. Il faut ces deux choses. S'il n'y a que les aspirations, ça marche pas. Ça, c'est la première idée. Et une deuxième idée qui me vient, c'est que vous mettez en valeur un débat qu'on a souvent, qui est celui des préférences adaptatives. Le fait que certaines personnes n'aspirent pas, parce qu'en fait, elles sont dans des positions qui, en quelque sorte, brident et même inversent leurs anticipations, avec l'idée que se former, ce serait retrouver une trajectoire d'échec, etc. Or, dans votre contribution, on voit qu'il s'agit de quelque chose de plus compliqué encore que ça, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de continuum entre ceux qui sont très très découragés, ceux qui le seraient moins, ceux qui en revanche veulent faire quelque chose, et que c'est un continuum. Donc vous avez calculé et un peu nuancé en quelque sorte cette idée des préférences adaptatives. Je pense qu'on va voir quelque chose du même ordre derrière la contribution de Josiane Véro. Oui, merci Bernard. Alors moi je prends le micro pour un travail qu'on a conduit ensemble avec Camille et je vais parler de reconversion. Alors pas seulement des changements de métier qui vont nécessiter un grand saut dans l'avenir. Ça existe bien sûr, on a tous en tête cette espèce d'image du cadre du marketing qui est désormais heureux d'élever des chèvres dans le Larzac ou d'ouvrir un gîte, etc. Donc ces images on les a. Alors ça existe, mais les reconversions elles peuvent être aussi moins radicales. Ça peut être aussi des tout petits déplacements dans le même domaine professionnel ou des petits déplacements aussi dans un autre domaine professionnel. Par exemple, imaginez un employé de banque qui va faire partager son expérience en transmettant en fait ses savoirs à d'autres et en devenant formateur. On est sur une reconversion, mais on est sur un petit déplacement par rapport au cas de marketing qui va élever ses chefs. On a aussi d'autres images en tête, celle par exemple de la caissière de supermarché qui va devenir magasinière. Donc vous voyez, les reconversions, c'est des choses qui ne nécessitent pas forcément un grand saut, c'est des choses qui peuvent être de plus ou moins grande ampleur, et selon l'ampleur du saut, ça va nécessiter des formations plus ou moins longues. Donc ça, c'est un premier point. Mais au-delà de l'ampleur du saut qu'on peut être amené à faire, la reconversion, on peut aussi les qualifier de manière différente. Quand on parle de reconversion, vous voyez, une reconversion, elle peut se faire à l'intérieur de l'entreprise. Donc à ce moment-là, c'est un parcours relativement sécurisé, on parle de reconversion interne. Mais une reconversion, elle peut se faire aussi par une sortie de l'entreprise, un passage par le chômage et des difficultés parfois à retrouver un emploi dans un nouveau métier ou même un emploi tout court. Voilà. Une reconversion, elle peut être aussi souhaitée, elle peut être empêchée, elle peut être contrainte. Donc c'est une autre façon de qualifier les reconversions. Les reconversions, elles peuvent être aussi promotionnelles ou pas, ou déclassantes parfois. Voilà, donc conduire sur un emploi permanent ou pas, tout ça pour vous dire que quand on parle de reconversion, c'est un terme qui est très général, mais derrière, en fait, il faut un peu affiner les choses pour essayer de comprendre ce qu'on peut y voir. Donc il y a plein de façons d'aborder les reconversions professionnelles, et pour commencer, un chiffre, sur 100 salariés, toutes catégories confondues, en 2015, on en avait 33 qui souhaitaient changer de métier dans les 5 années à venir. À peu près un tiers des salariés. C'est un chiffre qui va grimper, c'est un chiffre qui va grimper à 39% pour les employés ou les ouvriers réputés ou non qualifiés, et qui vont concerner presque la moitié des employés, 45%. Donc ça fait quand même un écart de 15 points par rapport au cadre de profession intermédiaire. Et ça va même culminer jusqu'à
71% pour les employés administratifs d'entreprises recrutés non qualifiés, les caissiers ou les caissières employés du service, les employés de l'hôtellerie, de la restauration, ou les ouvriers non qualifiés du BTP, ou les agents d'entretien et des aides à domicile. En orange, vous avez parmi les 10 000 métiers dont les salariés souhaitent le plus sortir, 5 métiers en fait qui vont relever de l'emploi réputé non qualifié. Donc, il y a en fait beaucoup plus d'aspiration à changer de métier, notamment parmi les employés réputés non qualifiés. Alors, partant de là, on s'est dit, waouh, mais quel engouement pour la reconversion chez les salariés en emploi peu qualifiés. Mais pourquoi? Est-ce que c'est le rêve d'une meilleure vie qui les anime? Est-ce que c'est porté par l'essor de transition écologique et numérique? Est-ce que c'est une injonction à se diriger vers des métiers en tension? Est-ce que c'est la grande démission? Qu'est-ce qui les pousse à vouloir sauter le pas? Est-ce qu'il suffit de vouloir au pouvoir? Est-ce qu'ils y parviennent ou est-ce qu'ils rencontrent des obstacles? Bref, on s'est posé un certain nombre de questions. Et au final, on s'est focalisé avec Camille sur 2 questions. Première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les politiques de reconversion offrent des ressources, des procédures et des appuis qui permettent à toutes les catégories de salariés, donc notamment en non qualifiés, de se déterminer, de construire des aspirations, de s'exprimer, de faire entendre ce qui était de valeur pour elles. Et ensuite, on s'est posé une deuxième question. Je vais la voir. Non, c'est pas apparu. Pardon. On s'est posé une deuxième question. Est-ce que les politiques de reconversion assurent à toutes les catégories de salariés les mêmes opportunités d'obtenir une formation qui ait de la valeur pour elles et de réaliser une reconversion qui fasse sens, qui soit souhaitée par eux? Alors, ça, c'est les 2 questions que nous nous sommes posées. Et avant d'avancer, à mon tour, j'aimerais vous poser une question. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on s'est posé ces 2 questions? Alors, on s'est posé ces 2 questions, tout simplement. Je vais le dire, si personne ne veut se lancer, j'y vais. Surtout qu'il y a l'horloge qui tourne. On s'est posé ces 2 questions parce que ces 2 questions, en fait, répondent à 2 dimensions de la liberté dans l'approche par les capacités. La première, elle a pour but d'éclairer ce qu'on appelle la liberté de choix, et la deuxième, elle a pour but d'éclairer le pouvoir d'agir. Et ces 2 dimensions, ce sont les 2 dimensions, les 2 versants de la liberté dans une approche par les capacités. Donc, on est entré sur notre terrain avec ces 2 questions. Alors, ça va être un peu le plan en fait de la présentation que je vous propose. Quelle liberté de choix depuis l'emploi peu qualifié, quel pouvoir d'agir depuis l'emploi peu qualifié dans un deuxième temps. Donc, on a appuyé notre travail sur l'enquête défi. On en a parlé tout à l'heure, Bernard en a parlé, Camille et Assad aussi. Donc, je ne vais pas détailler plus en détail, mais une enquête couplée où on suit les salariés pendant 5 ans et l'entreprise, on l'interroge en 2004. Donc, on n'est pas effectivement au cœur des récentes réformes, mais on couvre un peu quand même parce qu'on va jusqu'en 2019. Voilà, un petit peu. Donc, on voit des changements. Alors, on va commencer par s'interroger sur le versant liberté de choix. Et on va voir le sens qu'il est à donner aux nombreuses aspirations pour la reconversion exprimées depuis l'emploi peu qualifié. Donc ça, on a regardé les choses, en fait, en distinguant les ouvriers et les employés peu qualifiés d'un côté, les ouvriers et les employés qualifiés de l'autre, et puis les professions intermédiaires et les cadres dans un troisième temps. Et on a mis dans le paquet des modèles exactement le même jeu de variables pour voir ce qui ressortait dans une case, ce qui ne ressortait pas dans l'autre. Premier résultat intéressant, c'est que les aspirations, ce qui va pousser les salariés à vouloir changer de métier, donc oui, les aspirations à la reconversion, elles obéissent pour toutes les catégories socio-professionnelles à une insatisfaction professionnelle. Donc ça, c'est une constante pour toutes les catégories socio-professionnelles. C'est d'ailleurs la seule caractéristique commune qui est partagée par les 3 groupes en fait socio-professionnels qu'on a étudiés. Ça, c'est un point important. Mais simplement, derrière cette insatisfaction à vouloir changer de métier par rapport à leur situation professionnelle, il y a des réalités, en fait, qui sont un petit peu différentes. Pour le dire rapidement, pour les salariés qui sont en emploi peu qualifié, et de façon dominante, voilà, on est en train de ressortir des façons dominantes, parce qu'évidemment, il y a des cas singuliers qui sortent de ce cadre-là, mais ce qui ressort de façon dominante, c'est des histoires qui sont liées à l'emploi lui-même.
à la sécurité de l'emploi. C'est souvent une réaction forcée par les aléas de la vie professionnelle. C'est quand la relation d'emploi elle est mise à mal. Vous voyez, c'est plutôt quand il y a des licenciements, un plan social, ou de la précarité de l'emploi, des situations de multi-activité, du temps partiel, des contrats temporaires, du salaire instable et variable. Voilà. Ça, c'est extrêmement corrélé aux souhaits de reconversion, aux aspirations de reconversion pour les salariés dans les emplois peu qualifiés. Alors, et ce qui est assez étonnant, c'est que c'est plus rarement pensé en lien avec le travail lui-même, avec sa reconnaissance, avec son organisation, alors que concrètement, lorsqu'on regarde les conditions dans lesquelles ils évoluent, on s'aperçoit que ce sont c'est là qu'on trouve les personnes les plus déclassées, où on trouve la plus grande pénibilité dans le travail, les plus grandes contraintes, etc. Donc il y a effectivement une forme de préférence adaptative, ce que je vous évoquais tout à l'heure. Alors ça, c'est pour les salariés dans les emplois peu qualifiés. Et en contrepoint, ce qu'on peut dire, c'est que pour les employés ou les ouvriers qui sont, eux, qualifiés, le lien avec la précarité de l'emploi, il existe aussi, mais ce qui ressort ici comme logique dominante, ça a plutôt à voir avec le travail, avec sa reconnaissance, avec son organisation et avec des problématiques aussi de conciliation entre vie personnelle et professionnelle. Et puis finalement, pour les cadres et les professions intermédiaires, les reconversions, elles semblent plus souvent anticipées et maîtrisées. Elles sont plus souvent liées à la recherche d'un travail plus intéressant, à l'expérience d'un travail organisé en flux tendu, à une meilleure conciliation, une recherche de meilleure conciliation entre les temps personnels et professionnels. Bref, on pourrait résumer ça comme une recherche d'épanouissement, ou pour le dire vite, un travail et une vie qui fassent sens. Voilà. Donc ça, c'est pour un premier point. Donc on voit qu'ils ne partent pas dans les reconversions sur les mêmes lignes de départ, et que surtout, ça répond pas en fait à des mêmes logiques. On a ensuite regardé les processus qui façonnent les aspirations à la reconversion et les mécanismes qui permettent de se déterminer, de construire des choix, de faire entendre ce qui est de valeur pour soi. Alors, on a vu tout à l'heure qu'il était essentiel, il est essentiel en fait d'être informé, de pouvoir délibérer, de contester, pour pouvoir agir sur sa situation présente et pouvoir la transformer. Et on va voir que les salariés en emploi peu qualifiés évoluent dans des univers qui sont plus opaques. Alors, en résumé, voilà ce qu'on peut dire. En orange, vous avez à gauche les ouvriers peu qualifiés et juste à côté en orange les employés peu qualifiés par rapport au compte personnel de formation ou à l'entretien professionnel. Et eh bien, on s'aperçoit qu'ils accèdent moins souvent au compte personnel de formation, ils accèdent moins souvent ils participent moins souvent à un entretien professionnel. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'ils accèdent moins souvent. Je sais pas ce que j'ai mis après. Non, juste, je sais plus. Non, ils accèdent moins souvent à une information sur le compte personnel de formation. Ils participent moins souvent à un entretien professionnel. Ils sont aussi moins souvent informés sur le conseil en évolution professionnelle. Donc, ce qui veut dire en fait qu'ils évoluent dans des univers plus opaques. Ils sont moins situés dans un environnement qui leur permet en fait d'avoir une liberté de choix. Et en la matière, on peut dire que les entreprises qui emploient des salariés en emploi peu qualifiés ont un rôle à jouer qui n'est pas toujours investi, parce que je vous rappelle que depuis la loi de 2018, l'entretien professionnel inclut une information sur le CPF et le CEP, et que la loi de 2014 assigne aux employeurs l'obligation d'organiser un entretien professionnel. Donc, c'est pas vraiment réalisé. Une autre raison qui peut expliquer ce différentiel, c'est que on n'a pas parlé, mais l'emploi peu qualifié en fait s'est recomposé au cours des dernières années, et que on est sorti un peu de l'ouvrier industriel dans l'industrie lourde pour un ouvrier qui est plus dans les services, ou alors un employé qui est également davantage dans les services et dans lequel il y a traditionnellement beaucoup moins de représentation collective. Donc, ce qui peut aussi expliquer en partie le fait qu'ils évoluent dans des univers plus.
Alors, maintenant, on va regarder. Alors, il y a aussi, voilà, s'il y a une chose qu'on doit retenir, du coup, une première chose qu'il y a à retenir, c'est que c'est pas parce qu'on a beaucoup d'aspiration qu'on a forcément une plus grande capacité à aspirer ou une plus grande liberté de choix. On l'a vu tout à l'heure, les employés peu qualifiés avaient beaucoup plus en fait d'aspiration à vouloir changer de métier. Et dans la réalité, les contextes dans lesquels ils sont mis font qu'ils ne sont pas mis en capacité de pouvoir aspirer pour être libres de choisir leur avenir professionnel. En tous les cas, pas autant que les autres salariés. Alors, on va regarder maintenant l'accès, la question du pouvoir d'agir. On bascule de liberté de choix, la première dimension de la liberté, à la deuxième dimension, le pouvoir d'agir. Et là, on va voir que sur ce versant, il y a aussi des facteurs d'obstruction accrus pour les salariés dans les emplois peu qualifiés. D'abord parce qu'ils accèdent moins souvent aux dispositifs de reconversion. Là encore, ils sont orange et côté gauche. Que ce soit sur le CPF, que ce soit sur le CPF de transition, qui est quand même le dispositif phare un peu de la reconversion, ou sur le conseiller en évolution professionnelle, ils accèdent moins souvent que les autres salariés. Donc ça, c'est une entrave au pouvoir d'agir, une première entrave. Et puis, ensuite, on a regardé qu'est-ce qu'on pouvait dire des parcours de reconversion et du pouvoir d'accomplir une reconversion qui est souhaitée. Ou de ne pas accomplir une reconversion qui n'a pas été souhaitée, d'ailleurs. Alors, l'analyse des parcours et des changements professionnels montre que... une chose assez frappante, en fait, si vous voulez, tous les cas, ce qui nous a frappé. Souvenez-vous, du côté des employés peu qualifiés, c'était là où on exprimait le plus d'aspiration. Je vous ai dit quasiment un salarié sur deux souhaitait se reconvertir. Et lorsqu'on regarde, en fait, qui se reconvertit, donc c'est la petite colonne de droite, on s'aperçoit qu'ils sont 32% à effectivement changer de métier. On peut dire que pour ces salariés, plus que pour les autres, la reconversion, elle est contrariée ou empêchée. Je ne sais pas quel terme il faut utiliser, mais en tous les cas, elle n'arrive pas à aboutir. En revanche, pour les ouvriers réputés non qualifiés, eux, ils avaient des aspirations qui étaient relativement modestes, assez conformes à la moyenne, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que eux, en revanche, ils accèdent beaucoup à la reconversion, ils en changent beaucoup de métiers, et donc on les a qualifiés comme étant contraintes ou subies par rapport aux autres. Pour les autres catégories de salariés, c'est à peu près conforme aux aspirations, sauf pour, j'y reviendrai tout à l'heure, les employés qualifiés. Alors, qu'elles soient contraintes ou qu'elles soient empêchées, en fait, ce qui va surtout caractériser les reconversions des salariés en emploi peu qualifiés, c'est qu'elles sont beaucoup plus souvent externes, c'est-à-dire elles supposent un passage sur le marché du travail, souvent par la case chômage, qui n'aboutit pas toujours d'ailleurs sur un emploi, alors que les autres catégories de salariés, en particulier, c'est surtout vrai pour les cadres et les professions intermédiaires, c'est vrai aussi pour les employés qualifiés, ce sont des reconversions qui sont internes à l'entreprise beaucoup plus souvent. On peut dire aussi qu'à l'issue de leur convention, ils sont plus souvent en CDD, plus souvent précédés aussi par une période de chômage, donc c'est des parcours plus chaotiques. Ce sont aussi plus souvent des changements de métier avec des changements de domaine professionnel, donc on peut dire des grands sauts, alors que pour les autres catégories, notamment cadres et professions intermédiaires, finalement c'est des petits sauts. Le faire du marketing qui va élever des chefs dans l'Arzac, c'est un peu la mythologie, c'est pas tant ça qu'on observe dans la réalité. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que leur reconversion donne moins souvent recours elle fait moins souvent l'objet d'une augmentation salariale, d'une promotion, moins souvent aussi l'objet d'une montée dans la catégorie socio-professionnelle supérieure, c'est-à-dire le passage vers l'employé qualifié, et que donc on change de métier. Il y a une circulation interne en fait des salariés à l'intérieur des catégories ouvrières d'employés, mais si on peut le dire comme ça, sur place. C'est-à-dire qu'en gros, ça charge bien concrètement leur condition. Voilà. C'est une grande vocation. Et ça, c'est un marqueur fort des reconversions des salariés plus qualifiés, du fait qu'ils ne parviennent pas à accomplir les souhaits de formation. Donc, deuxième chose qu'on peut retenir, c'est que les ouvriers et les employés peu qualifiés ont un pouvoir d'agir en matière de reconversion qui est beaucoup moins élevé que les autres catégories de salariés. Voilà. Alors,
là, juste si j'ai 2 minutes, je sais pas Bernard où j'en suis du temps. Alors j'ai 1 minute. Juste pour dire, ce qui nous a aussi frappé, en fait, ce qu'on regarde, ce sont les professions c'est les professions intermédiaires, voilà, pour lesquelles il y a aussi un gros décalage entre les aspirations et à la reconversion et les reconversions, puisqu'ils aspirent peu et se convertissent beaucoup. Mais là, alors pour eux, dans une très très forte proportion, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, reconversion interne à l'entreprise, associée à des promotions, des augmentations salariales, un passage dans la catégorie supérieure, enfin bon, voilà, associé plutôt à une évolution que l'on pourrait qualifier de manière un peu paternaliste comme étant positive. Voilà. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la capacité de reconversion ne dépend pas que du volontarisme individuel. On l'a vu que les salariés dans les emplois peu qualifiés, c'est ceux qui avaient le plus d'aspiration à se reconvertir. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que les dispositifs actuels de reconversion apparaissent insuffisants pour juguler les inégalités et autoriser une sortie de la catégorie des emplois peu qualifiés. Et que, troisième élément de réflexion, c'est que pouvoir changer de métier, ça ne relève pas que du seul ressort en fait du salarié, ça engage aussi la responsabilité des institutions publiques, des partenaires sociaux, des entreprises, et que ça doit nous questionner tous ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Josiane de cette présentation très pédagogique et qui, à mon sens, met en valeur plusieurs choses. Une qui est quand même importante, c'est que quelquefois on peut être dans un métier difficile, salissant, mal considéré, et ne pas du tout envisager de le quitter. Ça peut être pour des raisons un peu négatives, celles que j'ai évoquées tout à l'heure, j'ai pas envie de me mettre dans un circuit où je risque encore d'être perdant, etc. Ça peut être aussi parce que je fais des efforts compensatoires, j'ai un métier très utile, etc. C'est ce qui a été très valorisé dans la crise, par exemple. Et donc on voit apparaître en fait un complexe de motivation derrière ces préférences à ne pas bouger, qui est quelque chose, à mon avis, qu'on commence à peine à décortiquer. Une autre chose qui est apparue ici et que je voudrais souligner, c'est ces différenciations entre ouvriers et employés non qualifiés. Les ouvriers non qualifiés veulent pas bouger et vont beaucoup bouger. Les employés non qualifiés, c'est plutôt l'inverse. Et donc on voit apparaître ici toute une série de mobilités forcées qui, finalement, font vraiment partie du paysage. Et il me semble qu'on voit apparaître à la fois des complexifications et donc derrière, forcément, des marges de manœuvre, parce que c'est pas pareil pour tout le monde. On va passer à la contribution suivante. Donc, Xavier Joutard, Stéphanie Moulet. Et ce coup-ci, nous changeons d'outil statistique. Attention, c'est plus les mêmes lunettes. Hein. Là, c'est l'enquête génération. Et c'est une enquête génération sur 7 ans. Et c'est une enquête qui est chouchou à nos yeux. Voilà. Alors, hors temps de présentation, je voudrais dire un mot en notre nom à tous les trois, mais peut-être au nom de toute l'équipe quantitative. Un remerciement chaleureux à Jean-Paul et Josiane qui ont porté d'une main de maître et de maîtresse l'ensemble de l'ANR, et en particulier Josiane pour le volet quantitatif, pour sa coordination et l'animation remarquablement de ce collectif. Ceci était hors temps de présentation. Alors, contribution qu'on a fait à 3, en effet, qui éclaire la manière dont l'expression d'une aspiration individuelle à changer de métier émerge chez les jeunes, et chez les jeunes les moins qualifiés, avec au plus un bac, en début de parcours professionnel. Et donc non seulement la question de l'émergence, mais aussi la question de savoir si cette aspiration peut jouer un rôle dans le changement effectif de métier au moment de ces parcours. Et en effet, avec l'enquête Génération 2010 et son interrogation à 7 ans, avec une inspiration aussi finalement un peu sélective. S'il suffisait d'aspirer à changer de métier. Alors, il y a de nombreux travaux, vous le savez, dans cet auditoire, qui portent sur les trajectoires d'insertion professionnelle et notamment celle des peu qualifiés dans un contexte général d'élévation du niveau de formation initiale. Et ces jeunes peu qualifiés se retrouvent, vous le savez, relégués dans des parcours les plus précaires et dans des emplois peu qualifiés, de sorte que l'examen approfondi de ces emplois peu qualifiés donne à voir ces inégalités de construction des trajectoires professionnelles
inégalités qui tiennent pour partie de la qualification de celles et ceux qui les occupent. Alors je l'ai dit, la question qui nous intéresse, c'est celle de l'expression d'une volonté de changement de métier, que nous avons nommée de manière assez ramassée sous le terme de aspiration, et au rôle que cette aspiration peut jouer sur la suite de la trajectoire professionnelle. Donc les effets de ces aspirations, évidemment, vont dépendre des marges de manœuvre dont les jeunes disposent, et leurs possibilités d'action peuvent être d'autant plus faibles que leurs qualifications, les leurs et celles de leurs emplois, sont de faible niveau. Notre contribution s'articule autour de deux questions. Comment la qualification des jeunes et la qualification des emplois qu'ils occupent influent sur l'expression de cette aspiration à changer de métier? Première question et premier temps d'analyse. Et ensuite, est-ce que cette aspiration est convertie, et est-elle d'autant plus convertie en réalisation effective, donc en changement effectif de métier, que la qualification des jeunes et de leurs emplois sont élevées. Alors l'enquête, je n'en dis pas plus puisque c'est la dimension longitudinale que nous allons exploiter de la génération 2010. En revanche, on a ciblé notre analyse sur la population susceptible plus que d'autres d'occuper des emplois non qualifiés, l'emploi non qualifié ne recrutant que marginalement au-delà du baccalauréat. On a donc réduit notre population cible, celle sur laquelle porte l'analyse, aux jeunes qui détiennent au plus un baccalauréat, donc diplômés du secondaire au plus. Au titre des définitions sur la définition du métier, l'identification du changement de métier, vous vous en doutez, vous le savez, elle est loin d'être triviale dans une enquête quantitative, et on a retenu la nomenclature des familles professionnelles de la DARES, pour identifier le changement de métier, avec une nomenclature plus ou moins détaillée, en 22 positions pour le changement de domaine professionnel, et en 225 lorsqu'il s'agit de changement de famille professionnelle, et donc de métier, changement de métier et changement de domaine professionnel. Alors, pour ce qui est de l'aspiration à changer, dans cette enquête, on dispose d'une question que l'on a mobilisée, qui est la suivante. Envisagez-vous de changer de métier dans les 5 ans à venir? Cette question étant posée à l'ensemble de la cohorte, d'ailleurs, y compris ceux qui sont hors de l'emploi, et absente en 2017, au moment de la dernière interrogation. Elle est posée à l'interrogation en 2013. Donc, après 3 ans de vie professionnelle. Alors, il nous a semblé utile, et je fais une aparté ici, de confronter cette notion d'aspiration au changement de métier, compte tenu de sa complexité, à d'autres dimensions subjectives, notamment des variables de satisfaction professionnelle qui sont mobilisées pour expliquer les questions de mobilité de manière un peu générale. Donc, on a mis en regard insatisfaction professionnelle et aspiration au changement. Et j'évoque ici 2 résultats de cette confrontation de points. Le premier, que pour les jeunes en emploi, l'occupation d'un emploi non qualifié n'est la source commune d'une insatisfaction et d'une aspiration au changement que pour les bacheliers et les bachelières. Donc pour ces diplômés-là seulement, aspiration et insatisfaction vont de pair quand la situation est celle de détenir un emploi non qualifié. En revanche, pour les moins diplômés, voire les pas diplômés, donc sans le bac, aspiration et insatisfaction semblent reposer sur des ressorts qui sont distincts. Et lorsque l'emploi non qualifié est à l'origine d'une plus grande insatisfaction, eh bien ça ne suffit pas, en tout cas, ça ne rend pas toujours compte du fait que les conditions sont ainsi réunies pour faire émerger la capacité de ces jeunes insatisfaits, mais pas diplômés du bac, à aspirer. Alors, d'un point de vue descriptif ici, un premier résultat, on observe que pour tous les niveaux de formation, mais aussi pour chacun d'entre eux pris isolément, les jeunes ont d'autant plus de chances de changer de métier, de domaine professionnel, entre la 3e et la 7e année de vie active, que ces jeunes-là avaient envisagé, donc
4 ans auparavant, de changer de métier. Avec la question que j'ai évoquée pour le mot me manque, pour traduire l'aspiration à changer de métier. Et soulignons aussi peut-être que c'est pour les non diplômés que le changement est le plus fréquent. Dans un deuxième temps, au-delà de ces résultats descriptifs, on a mobilisé des analyses économétriques avec des probits récursifs, ceci signifiant que un ensemble de déterminants de changement de métier sont identifiés, toutes choses égales par ailleurs, parmi lesquels l'aspiration au changement, et on a au préalable identifié les ressorts de l'aspiration au changement, et donc récursifs parce que ces deux probabilités sont liées les unes avec les autres, et l'analyse on l'a conduite pour l'ensemble des jeunes, mais aussi en serriant, en croisant le niveau de qualification des jeunes et le niveau de qualification de leur emploi. Et je laisse la parole à Xavier pour les résultats de nature économique. Merci Stéphanie. Donc, comme Stéphanie vous l'a dit, c'est un travail qui se fait donc en 2 temps. Donc, il y a le premier temps qui est, on va regarder les ressorts de l'aspiration au changement de métier pour cette population de jeunes en début de vie professionnelle, donc non peu qualifiés, peu diplômés, hein, parce que le maximum c'est le bac, et donc l'aspiration qui s'exprimerait au changement de métier après 3 ans passés sur le marché du travail. Après 3 ans à être sorti du système éducatif. Donc là, en fait, si on regarde les ressorts principaux, les facteurs principaux qui favorisent l'aspiration à un changement de métier, on voit immédiatement apparaître, c'était plus ou moins présent dans la perspective, le fait que quand on est à un niveau bac, on a tendance davantage à aspirer au changement. On l'a vu aussi avec la présentation de Josiane précédemment, l'occupation d'un emploi non qualifié, on va encourager ces jeunes en début de vie active à souhaiter changer de métier. Également, quand on regarde les trajectoires, le type de trajectoire, parce que c'est uniquement sur les 3 premières années, les trajectoires marquées par les mobilités d'emploi favorisent également l'aspiration à un changement de métier et également une conjoncture économique défavorable sur ma pratique. Alors, l'aspect intéressant sur lequel on peut insister, c'est aussi le rôle des dispositifs institutionnels. Donc là, je parle, il y a des questions là-dessus, à savoir que vous a apporté Pôle emploi et que vous a apporté les missions locales. Les missions locales étant des institutions qui sont essentiellement là pour servir ces publics de jeunes peu qualifiés. Alors, l'un des résultats qui est quand même important, c'est que seuls, en fait, les entretiens avec les conseillers de Pôle emploi jouent un rôle dans l'aspiration. Peut être considéré comme une ressource favorisant que les jeunes peuvent mobiliser pour favoriser et exprimer cette aspiration à changer de métier. Mais ils sont sans effet pour les jeunes sans aucun diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, ces institutions ne semblent pas, en tout cas, jouer de rôle pour ces jeunes, les jeunes les moins diplômés. Alors, sur la deuxième partie, donc maintenant on a vu les ressorts de l'aspiration, donc 3 ans après l'entrée sur le marché du travail, donc 3 ans après la sortie du système éducatif. Et on va regarder, on s'intéresse maintenant sur le rôle de cette aspiration, il y a une aspiration, sur la réalisation concrète d'un changement de métier. Est-ce que vraiment le changement de métier a réellement eu lieu? Donc, est-ce qu'on arrive à établir un lien entre l'aspiration qui a été effectuée donc 3 ans après être sorti du système éducatif, et puis donc 7 ans après, donc on regarde la dimension longitudinale qui est exploitée, on regarde après, donc dans les 4 années qui suivent l'expression d'une éventuelle aspiration à un changement de métier, est-ce qu'il y a réellement eu un changement de métier ou pas? Donc on essaie d'établir un lien causal. Est-ce qu'il y a établir une relation de cause à effet entre l'aspiration, c'est un peu héroïque, hein, mais on essaie de le faire, entre l'aspiration et la réalisation effective, dans les 4 années qui suivent. Donc on va travailler on va présenter les choses en 3 temps, et on va essayer de regarder, de mesurer
quantifier en fait cet effet causal de l'aspiration à la réalisation effective. Alors, premier temps, tout niveau de formation confondu. Alors, tout niveau de formation confondu, on voit qu'il y a un effet statistique établi, qui doit être engagé par ailleurs, évidemment, on a contrôlé pas mal de choses, je ne reviens pas là-dessus, de plus de 32%. C'est-à-dire le fait d'avoir aspiré à changer de métier, fait que 4 ans après, dans les 4 années qui suivent, on a effectivement changé de métier. Mais ça, c'est en différenciant absolument pas le niveau de qualification, ni de la personne, ni de l'emploi occupé. Alors, quand on différencie les niveaux de formation, là, tout à coup, on voit que ce lien, il disparaît pour les niveaux les moins qualifiés. Pour les non diplômés, il n'y a aucun lien, c'est pas significatif. Pour les CAP-BEB, il n'y a pas de significativité. Et c'est uniquement pour ceux qui ont un bac. Je vous le rappelle, c'était ceux pour lesquels il y avait une expression la plus forte d'aspiration. Eux, ils arrivent en fait à réaliser ce changement de métier. En tout cas, il y a ce lien en fait entre aspiration et réalisation du changement de métier. Ça, c'est le deuxième temps. Alors, troisième temps, on va essayer de différencier en fait au moment où ils expriment cette aspiration éventuelle, voir dans quelle situation ils se trouvaient. C'est le troisième temps. Donc on va oublier là on va passer tout de suite sur le découpage en niveau de formation. Et vous voyez donc les 3 situations possibles que l'on croise, parce qu'on va prendre en compte le niveau de qualification de l'emploi. Donc il y a 3 situations possibles, au moment où ils expriment un niveau d'aspiration. Il y a le fait de ne pas occuper d'emploi. Attention, on n'a pris que des gens qui avaient au moins avoir eu, pendant les 3 premières années, au moins un emploi. D'accord? Donc, ils ont tous une expérience d'emploi. Mais en revanche, certains ne sont pas en emploi quand on les interroge, quand on demande s'ils aspirent à changer de métier. C'est la première colonne. La deuxième colonne, c'est ceux qui sont en emploi, mais qui occupent un emploi non qualifié. Peut-être que Stéphanie l'a mentionné, l'a précisé. Et troisième possibilité, troisième situation possible, occuper un emploi qualifié. Et là, vous voyez que suivant qu'on décline les niveaux de formation, alors si on démarre du bas, c'est-à-dire ceux qui ont le bac, vous voyez qu'en fait, le lien entre aspiration et réalisation d'un changement de métier dans les 4 années qui suivent, là, ce lien, il est toujours présent. Vous voyez, il s'accentue évidemment, vous voyez, avec le type d'occupation, notamment, il suffit qu'on occupe un emploi, et là, on dépasse les plus 50%. 50%. Si on va dans la CAP-BEP, vous voyez qu'en fait, quand on n'occupe pas d'emploi, il n'y a pas de lien. En revanche, dès qu'il y a un emploi qui est occupé, qu'il soit qualifié ou non qualifié, là, il y a bien un lien statistique, un lien causal, un lien entre l'aspiration et la réalisation. Et alors, vous voyez, ceux qui sont les jeunes, qui sont les moins qualifiés, qui n'ont absolument pas de diplôme, le fait d'aspirer à changer de métier ne suffit pas quand on est soit inactif, on n'occupe pas d'emploi, ou soit quand on occupe un emploi non qualifié. C'est uniquement lorsqu'on occupe un emploi qualifié que ce lien, qui est d'ailleurs, vous voyez, beaucoup moins important, avec un effet beaucoup moins important, plus 13 points, que ce lien apparaît. Donc, pour conclure, on voit donc, premier élément que je reçois de l'aspiration, j'attire votre attention et je reviens là-dessus sur le fait que les institutions, qui pourtant sont quand même au service des jeunes les plus en difficulté, ne représentent pas des ressources que les jeunes, sans aucun diplôme, ne pourraient mobiliser. C'est la référence à la théorie des capacités. Ensuite, on voit, et je reviens, parce que je suis peut-être un peu en retard, sur le dernier point, qui est quand même très fondamental, c'est que la qualification scolaire, lorsque la qualification scolaire fait défaut, les jeunes sont sans diplôme, finalement, le lien entre aspiration et changement de métier ne joue que lorsque l'emploi occupé est vraiment qualifié. Hein, ce qui veut dire que quand on veut changer de métier, on ne peut pas toujours, et notamment pour les diplômes.
Merci. Ce qui me frappe dans votre contribution, c'est qu'on retrouve modulé, argumenté différemment, des choses qu'on a déjà vues et qui se confirment sur ce type d'observation. Je pense en particulier à l'extraordinaire chose que les conseillers de Pôle emploi n'ont aucun effet sur les jeunes auxquels ils s'adressent, et puis peut-être à mon avis, ils les terrifient, ils les inhibent. Je pense qu'il y a un effet redoublement, probablement, d'un itinéraire plutôt négatif qu'il retrouve. Je me demande si c'est pas l'hypothèse qui serait derrière. En tout cas, ce qui me frappe, c'est que maintenant on commence à voir que les aspirations, l'appui institutionnel, c'est une chose, et l'appui de l'emploi, qui marche aussi en particulier, donc on voit apparaître ici une série d'éléments qui sont pris dans le temps, et nous allons maintenant les examiner face à une question qu'on se pose souvent en économie, c'est qu'en est-il quand il y a une crise? Et on va regarder ce qui se passe avec la crise sanitaire. Donc nous avons désormais 2 contributions encore, mais c'est juste Alexis qui s'exprime, je crois. C'est ça, pour Arthur aussi. Voilà. C'est ça. Je vais essayer de ne pas vous achever et vous amener au repas avant que vous ne dormiez. Comme ça vient d'être dit, je suis porte-parole pour un travail qu'on a fait en binôme avec Arthur, où on s'est intéressé plus précisément aux trajectoires professionnelles des jeunes salariés en emploi peu qualifiés pendant la crise sanitaire. Tu vois, qu'on nous a mis à la fin, parce qu'on est à la fin de la chronologie. Oui. Donc rapidement le contexte qui a déjà été évoqué pas mal depuis le début de la matinée, donc le fait que finalement les emplois peu qualifiés occupent quand même toujours une place importante parmi l'ensemble des emplois, avec une recomposition, donc du coup moins d'ouvriers à cause de la désindustrialisation, je ne vais pas le mettre en temps comme ça, au profit de la tertiarisation, du coup avec beaucoup plus d'employés, sachant que bon là c'est un graphique que je vous montre sur des données de 2006, mais que j'ai pu observer dans un travail que je présente pas ici sur les cohortes de jeunes plus récentes à partir de l'enquête génération sur laquelle je vais revenir, et aussi avoir en tête que finalement avant on disait que les emplois peu qualifiés étaient réservés entre guillemets aux personnes les moins qualifiées en termes de diplôme, mais c'est moins le cas actuellement puisque la concurrence est beaucoup plus accrue sur ce type de métier et on retrouve beaucoup des jeunes diplômés qui occupent ce type d'emploi. Donc pour un peu boucler sur le thème de cette session, occuper du coup un emploi peu qualifié, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une partie des gens justement qui comptent pas bouger, etc., qui font finalement le choix de ce type de métier parce qu'il y a justement une utilité sociale, ce qu'on disait sur les emplois de première ligne pendant la crise. Et pour d'autres, on retrouve un choix contraint. C'est un peu ça qu'on va essayer de mettre en lumière dans ce travail-là, à cause du contexte économique et de la composition des emplois sur le marché du travail, où coexistent ce qu'on appelle les marchés primaires et secondaires. Donc, le marché primaire, ce serait finalement les emplois avec les meilleures conditions de travail, que ce soit voilà à temps plein, en CDI, avec les meilleures rémunérations et qui seraient plutôt pour les jeunes qui seraient plus qualifiés, et le marché secondaire qui, à l'inverse, aurait des moins bonnes conditions de travail et serait plutôt concentré, en tout cas surreprésenté d'emplois peu qualifiés. Et il y a finalement une difficulté de passer du marché secondaire au marché primaire. Et il y a donc plusieurs travaux qui ont montré que les parcours professionnels de ces jeunes sont finalement moins favorables que les autres, donc notamment avec plus de périodes de chômage et une perspective de promotion professionnelle plus faible. Et nous, ce qu'on s'est dit, c'est est-ce que finalement, avec la crise sanitaire, il n'y a pas, ce qu'on a pu voir pour d'autres crises économiques précédemment, un renforcement des inégalités entre les différentes populations et finalement plus de difficultés pour les salariés en emploi peu qualifiés que pour les autres,
D'où notre question, finalement, quel parcours professionnel des jeunes pendant la crise sanitaire? Donc voilà, l'objectif, donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est à la fois d'étudier les mobilités et les trajectoires des jeunes dans ce contexte-là, sachant que, comme je vous le montrerai juste après, l'intérêt, c'est aussi de se baser sur ces populations-là qui vont être différentes en termes de profil et d'emploi occupé. Et notre question principale, c'est finalement, est-ce que ces jeunes-là vont être plus heurtés par l'apparition de la crise que les autres? Et est-ce que l'écart s'est creusé entre les deux, en faisant l'hypothèse, que j'ai dit précédemment, qu'on suppose que les jeunes en emploi peu qualifiés auraient plus de mobilité par rapport à l'emploi qu'ils occupaient, notamment plus vers des périodes de chômage, et que quand ils changent d'emploi, donc ils arrivent à en retrouver un après la crise sanitaire, il serait finalement de moins bonne qualité que celui qu'ils occupaient. Donc nous, on va se baser, je vais y revenir, en mars 2020, donc au moment du premier confinement. Donc quelques mots sur les données. Donc nous, on se base sur donc l'enquête Génération 2017. Donc c'est une enquête qui a été passée fin 2020. Je vais y revenir après sur la temporalité qui est importante pour nous dans cette étude-là, qui va interroger les jeunes qui sont sortis du système éducatif en 2017. Donc en les interrogeant en 2020, l'intérêt entre autres de l'enquête, c'est de pouvoir savoir mois par mois qu'est-ce qu'ils ont fait finalement pendant les 3 premières années de vie active, et notamment la fin de la période qui nous intéresse, nous, du coup, les premiers mois de la crise. Et on avait ajouté un module de questions qu'on mobilise ici sur finalement qu'est-ce qu'ils ont vécu pendant le premier confinement. Donc le chômage partiel, est-ce qu'ils ont eu une baisse ou pas du volume d'activité, donc voilà, tout ce qui est les conditions d'emploi sur cette période-là. Et on s'intéresse à la période de mars à octobre 2020, donc mars, début du premier confinement, et octobre 2020, première donc levée des restrictions et quelques améliorations de la situation. Et on s'intéresse uniquement aux jeunes qui sont en emploi salarié au début du premier confinement. Donc, on a écarté de l'analyse tous ceux qui n'avaient pas d'emploi. Et pour vous donner un ordre d'idée, les salariés peu qualifiés, c'est 19% de notre échantillon, donc un peu moins de 3000 personnes sur lesquelles on s'intéresse plus particulièrement, mais qu'on va pouvoir, avec un questionnement commun, comparer avec les autres emplois d'autres niveaux de qualification. Donc, pour vous donner un aperçu rapide finalement du profil de ces emplois peu qualifiés, donc on va retrouver, c'est pas extrait parce qu'on l'a dit depuis le début, une population donc moins diplômée que les autres. Pour vous donner un ordre d'idée, donc c'est le premier carré rouge, les personnes, ce qu'on appelle nous non diplômés, c'est-à-dire qui ont au maximum le brevet des collèges, ça va représenter quand même 16%, alors qu'on voit qu'il y a 2% parmi les cadres et professionnels intermédiaires et 7% d'ouvriers employés qualifiés. Et en termes de caractéristiques des emplois, on va retrouver plus d'emplois à durée limitée. Donc, c'est 10 points de plus que les ouvriers ou employés qualifiés, 20% de plus que les cadres. Ils vont être plus à temps partiel et avec des salaires plus faibles. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, donc à peu près 150 € par rapport à des employés ouvriers qui seraient qualifiés et 600 € pour les cadres et professions intermédiaires. Et en termes de type d'emploi, on les retrouve plus dans le secteur privé, puisque 91% des jeunes, en tout cas de notre échantillon, vont se retrouver dans des entreprises privées, alors que c'est que, on va dire, 80% des autres salariés. Donc finalement, le premier résultat, ce qu'on a cherché à voir, c'est finalement qu'est-ce qui s'est passé pendant ce premier confinement. Donc, ce que je vous présente, c'est les indicateurs, on va dire, principaux. Donc, on a vu que finalement, c'est eux qui avaient bénéficié le plus souvent du chômage partiel, puisque quand même 42% des jeunes de notre enquête déclarent qu'ils en ont bénéficié, alors que c'est ce que je vous ai mis en dessous, donc 33% et 35% des cadres et professions intermédiaires. De même, ils ont beaucoup plus connu finalement une interruption de leur activité, ce qui est en lien évidemment avec le chômage partiel, donc 41% qui ont connu ce type d'événement.
et ils sont 33% à avoir repensé leur projet professionnel du fait de la crise sanitaire. Donc finalement, on retrouve des volumes assez proches de ceux que Josiane présentait avant la crise. Et pour information, même si c'est pas on va dire la catégorie qui nous intéresse le plus, on a vu par contre à l'inverse une intensification de l'activité pour les cadres et les professions intermédiaires, notamment avec le recours au télétravail qui a été plus important chez ces catégories. Et donc en partant de ce constat-là, on s'est dit finalement ça doit avoir un impact, ces différentes situations connues pendant la crise, sur les trajectoires ultérieures. Et c'est à ça du coup qu'on s'est intéressé plus précisément. Donc 7 mois finalement après le début de la crise sanitaire, ce qu'on peut voir, c'est que 91% quand même des individus sont toujours en emploi à l'issue de ces 7 mois. Donc finalement, notamment avec le chômage partiel, on y reviendra, il y a quand même pas mal de gens qui sont toujours en emploi. Et par contre, c'est 6 points de moins que les salariés peu qualifiés. Et ce qu'on a pu voir donc, par rapport à la mobilité, donc pas interne comme le disait tout à l'heure au sein de l'entreprise, parce que ça pour nous c'est pas possible de voir, on s'est intéressé que à la mobilité hors de l'entreprise, donc soit la deuxième colonne donc vers un autre emploi, ou les 3 dernières colonnes vers une autre situation que de l'emploi, donc que ce soit du chômage, de la reprise d'études ou de l'inactivité. Et ce qu'on voit, c'est que les employés peu qualifiés sont finalement plus concernés que les autres pendant la crise sanitaire par une mobilité donc hors de l'emploi qu'ils occupaient initialement, et en particulier le rond rouge sur le tableau avec une mobilité vers du chômage. Et ce résultat-là, on a cherché à savoir si finalement c'était uniquement dû au fait qu'ils sont justement plus en CDD, donc plus de mobilité, ou si finalement, quand on tient compte des caractéristiques de ces personnes-là, donc à la fois en termes de niveau de diplôme, à la fois le parcours antérieur, dans quel secteur d'activité ils étaient, donc en termes de conditions d'emploi qu'ils avaient, et aussi de ce que je vous ai présenté sur quelle situation ils ont vécu pendant la crise, est-ce que finalement on retrouve cet effet ou pas, et en réalité oui, on retrouve que même en tenant compte de tous ces effets-là à profil du coup égal, si on peut dire par ailleurs, les employés peu qualifiés vont avoir plus de mobilité externe, à la fois finalement c'est la même chose, donc vers une autre entreprise ou hors de l'emploi. Mais la bonne nouvelle quand même, c'est que finalement, ce qu'on a pu voir, c'est que l'écart, alors qu'on pouvait s'y attendre, c'était un peu l'hypothèse qu'on disait au départ, que finalement ces populations-là vont avoir des trajectoires plus dégradées et que l'écart avec les employés ouvriers qualifiés et les cadres va s'accroître. Et finalement, c'est pas ce qu'on observe. Quand on regarde les 2 premières colonnes, on voit que déjà finalement il y a moins de mobilité pendant la période de crise sanitaire, donc de mars 2020 par rapport à mars et octobre 2019, donc de l'année précédente. Vous allez dire bon ben quand même c'est un peu bizarre, mais non en fait, parce que d'une part il faut avoir en tête qu'on est sur des gens qui sont sortis une même année du système éducatif, donc quand même ils vont avoir plus d'ancienneté, et plus l'ancienneté va augmenter, moins ils vont bouger. Et d'autre part, faut pas oublier qu'il y a eu le dispositif de chômage partiel qui en fait a figé pas mal d'individus dans cet emploi-là. Et du coup, moins de finalement mobilité, c'est ce que montrent d'autres travaux par ailleurs. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est finalement les 2 dernières colonnes. Et on voit que, ok, il y a eu moins de mobilité externe, mais par contre, en proportion, si on compare les 2 colonnes, il y a beaucoup plus parmi ces mobilités-là de sortie de l'emploi, donc avec des gens qui ont eu au moins 1 mois de chômage, reprise d'études ou inactivité dans les 7 mois qu'on étudie. Et en particulier, vous voyez, les ouvriers et employés peu qualifiés, pour 76%, donc 3/4 en gros de leur mobilité, vont conduire à du non-emploi. Mais, si vous allez dire, mais c'est quoi le positif là-dedans, elle vous l'a un peu survendu, mais non, parce que donc là, je voulais pas afficher, mais en fait, quand on s'intéresse finalement à l'évolution entre 2019 et 2020, on s'aperçoit que finalement l'accroissement, il est de 18 points pour les cadres, donc ils vont finalement connaître beaucoup plus en proportion de départ vers du non-emploi, alors que finalement
on passe de 71 à 76 pour les employés peu qualifiés, ce qui fait que finalement, les situations se compensent ou limite se réduisent entre les deux populations quand il s'agit d'avoir des mobilités qui conduisent vers autre chose que de l'emploi. Et notre deuxième hypothèse, c'était finalement quand on compare la situation avant crise et après crise, finalement, qu'est-ce qu'il en est. Et on s'est intéressé donc à trois critères, donc l'évolution du salaire, du contrat de travail et de numéro complémentaire du statut d'emploi. Et finalement, on voit que la proportion d'individus qui va avoir une trajectoire qu'on qualifie nous d'ascendante ou de positive, finalement, elle est la même pour les trois catégories. Donc, on est autour de 47% d'individus qui connaissent ce type de trajectoire. Donc, finalement, c'est contre-intuitif par rapport à l'hypothèse qu'on aurait pu en avoir et qui finalement était ce qui était observé pour des crises antérieures à celle-là, sachant que pour les employés peu qualifiés, le fait que ce soit ascendant, c'est la grosse part, c'est un accès à une qualification supérieure, alors que pour par exemple les cadres, évidemment, comme ils sont au top de la qualification, ça va plutôt jouer sur une augmentation du salaire. Et le résultat que nous on a trouvé intéressant, qu'on espérait trouver, mais des fois ça marche pas toujours comme ça, c'est que finalement on a pu constater un fort effet du chômage partiel. Donc avec pour toutes les catégories, mais en particulier pour les employés peu qualifiés, les jeunes qui ont bénéficié de ce dispositif de chômage partiel vont avoir moins de mobilité externe. En gros, on divise quasiment par 2 le taux de sortie d'emploi vers le chômage quand il y a eu une mobilité pour cette population-là. Donc, en conclusion, donc c'est un bref résumé de ce que je viens de vous dire. Donc, finalement, à cet horizon, parce qu'on rappelle quand même que nous, on est sur les 7 premiers mois de la crise, donc c'est à étudier donc sur le plus long terme. Les salariés peu qualifiés ont connu plus de mobilité externe, y compris hors de l'emploi, mais finalement, l'écart ne se creuse pas entre cette population et les jeunes en emploi peu qualifiés par rapport donc, à l'année qui a précédé, en particulier grâce aux actions de l'État, notamment le chômage partiel, où on a vu qu'il a permis de préserver des emplois, et qui du coup, on retrouve le rôle de l'État dans les parcours des salariés, notamment les plus vulnérables, c'est ce que disait Josiane, original, on a fait un peu la même conclusion sur l'importance du rôle finalement de l'État et des différents acteurs sur les parcours des salariés, en particulier peu qualifiés. Et pour répondre à la super question du départ, finalement, le potentiel manque d'ambition des salariés peu qualifiés, nous, dans ce travail-là, ce qu'on montre, c'est que c'est pas cette ambition-là qui devrait être mise en question, mais plutôt l'éclairage qu'on apporte sur le fait que ça surfe finalement à un contexte économique et au fonctionnement du marché du travail qui vont entraver ces aspirations. Merci d'ailleurs d'avoir aussi tenu les délais de manière tout à fait précise. Alors, il me semble que dans cette contribution qui porte sur 7 mois, alors qu'on avait eu 7 ans, donc on est en train de réduire la focale, on voit quelque chose qui doit être pris en compte, et qui était effectivement visible avant, c'est le rôle, d'une part, de la conjoncture, bien sûr, et le rôle de l'intervention effectivement massive des pouvoirs publics. Là, il y a une sorte de changement des règles du jeu. Alors, dans la contribution, ce qui m'a frappé aussi, m'a intéressé, c'est l'idée que sur les emplois non qualifiés, dans certaines circonstances, il y a une concurrence entre les non qualifiés et les qualifiés. Et évidemment, ça donne des perspectives de mobilité tout à fait différentes aux catégories qui sont sur les emplois non qualifiés, selon qu'elles ont ce potentiel ou qu'elles ne l'ont pas. Il me semble que c'est une idée importante qui vient un peu moduler le fait qu'un emploi peut être un appui, oui, mais très différemment selon les catégories. Encore une autre chose aussi, une dernière remarque toujours sur cette contribution, on voit très bien apparaître ici ce qui va devenir le débat sur la grande démission, etc., tout ça. L'idée, on a un moment pour repenser son projet. Donc en fait, derrière l'investissement massif et la protection généralisée, là, il y a eu finalement quelque chose
d'important qui a fait bouger un peu, il me semble, le rapport à l'emploi, au moins temporairement, de ces catégories. Il me semble que ça va être... Voilà, alors, il nous reste un moment, c'est super, et donc je propose, il y a un peu de choses qu'on peut faire. D'une part, vous pouvez éventuellement réagir les uns les autres sur les contributions que vous avez pu faire, mais il faut peut-être donner la parole à la salle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Josiane? Je voulais juste vous dire, je fais un peu de la pub en fait, que les 4 contributions en fait qui vous ont été présentées aujourd'hui sont rassemblées dans un dossier spécial de la un dossier spécial, je sais pas comment on appelle ça, un dossier numéro spécial de la revue Formation Emploi qui sort au mois de juin, c'est le numéro 166. Donc vous pourrez retrouver les résultats avec plus de détails dans ce numéro-là. Il y a quelques exemplaires de papier qui sont également dans le hall où on va déjeuner tout à l'heure, et que on a aussi une superbe postface qui nous a été rédigée par Bernard Gazier. Merci beaucoup. Alors, est-ce que... Ah voilà, très bien. Eh bien, allez-y. Je ne sais pas si je peux vous donner le micro, ou alors si, peut-être. Facile. Présentez-vous, et puis ensuite on pourra ouvrir la discussion. Bonjour, Arnaud Dupré, Odeva, CEREC. Merci pour l'ensemble de ces contributions. J'ai trouvé que qu'il y avait une cohérence et s'enchaînait très bien. Donc je ne vais pas réagir évidemment sur les 4 propositions. Je vais peut-être mettre en écho un résultat sur la communication de Camille et Josiane avec la 3e communication de Vanessa, Stéphanie et Xavier. Donc dans la 2e communication, Josiane et Camille, vous mettez en fait en faisant le lien entre la part des aspirants, je vais le formuler comme ça, parmi les non qualifiés, et puis les réalisations de changements sur les 5 ans. Habituellement, c'est de la mobilité contrainte, en tout cas pour les ouvriers non qualifiés, de la mobilité empêchée pour les employés non qualifiés. Donc, c'est peut-être sur le terme de mobilité contrainte que je voudrais intervenir, et je prends appui sur les résultats de la 3e communication, qui montrent que finalement, les aspirations telles qu'elles sont, telles qu'elles résultent d'une réponse à une question d'un questionnaire, donc c'est quand même assez situé, n'a pas la même consistance en fait lorsque on voit bien que si la personne occupe un emploi qualifié, si elle n'a aucun diplôme, elle peut faire valoir cette expérience sur le marché du travail. En revanche, si elle occupe un emploi non qualifié, il faut aussi dans son aspiration pour qu'elle porte effet, qu'elle s'appuie sur quelque chose, et en l'occurrence, vous avez montré que pour les bacheliers, eh bien, ça avait un effet. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, cette aspiration, elle suffit peut-être pas. Enfin, je veux dire, il faut peut-être élargir la focale pour voir sur quoi elle s'appuie. Et que quelqu'un qui exprime une aspiration, mais sans avoir aucune ressource, ni par son travail, ni par sa formation, on peut s'interroger sur la qualité ou la pertinence de cette aspiration telle qu'elle est déclarée. Et puis je termine là-dessus. Il manque peut-être un étage à la démonstration d'ensemble, que j'ai pas suffisamment vu, mais peut-être que je me reporte au papier. C'est est-ce que l'aspiration porte effet aussi sur la qualité du changement, c'est-à-dire sur la qualité de la mobilité et sur les positions qui ressortent à l'issue des changements professionnels pour ceux qui ont effectivement réalisé une mobilité professionnelle. Merci. Oui, merci. Effectivement, un point que vous soulignez qui me paraît important, c'est que un des apports de ce qui a été fait ici, c'est d'instrumenter, en quelque sorte, de donner un indicateur à cette question d'aspiration. Ça va faire une méga psychologie individuelle. Tiens, où est-ce que j'en suis par rapport à mes aspirations? Alors là, c'est pas ça ce qui est fait. Il y a une réponse au questionnaire. Et effectivement, c'est une petite fenêtre d'entrée. Du coup, l'argumentation est à minima, c'est-à-dire qu'elle permet de montrer certains éléments
mais évidemment pas tous. Mais sinon, je vous rejoins complètement sur la question de la qualité du processus sur lequel on est essentiel. Qui veut répondre? Si je comprends bien, enfin il y a plusieurs questions que tu as, enfin plusieurs points que tu évoques. La question en fait du diplôme, effectivement, quand nous on n'a pas abordé dans l'enquête des filles, on a regroupé de manière indistincte, ça se dit, les non diplômés et les diplômés. Bon, c'est qu'on avait envie en fait de développer, mais dès qu'on commence à faire des modèles, en fait, on n'arrive plus en fait par rapport à la taille de l'échantillon, si on va sur 5 ans, à avoir quelque chose de suffisamment précis pour nos modélisations. On n'a même pas pu séparer les employés et les ouvriers non qualifiés des autres, etc. Donc, bon, je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, sur la qualité de l'aspiration, c'est effectivement un point essentiel. Et il me semble que dans l'intervention, enfin, c'est ce que j'ai essayé de dire, mais peut-être de manière très maladroite quand je suis intervenue tout à l'heure, quand je parle de préférence adaptative ou de préférence pour ceux qui y vont parce qu'ils sont dans des situations où ils vont être licenciés ou alors parce que ils sont mal payés, etc. Donc ça, c'est plutôt de la préférence adaptative, non, forcément. Il y a de la préférence mal informée aussi, on l'a vu. Ils sont dans des dispositifs, ils évoluent dans des univers qui sont beaucoup plus opaques. Donc c'est pour ça que je dis, quand toi tu parles de qualité d'aspiration, et moi je parle de capacité aspirée, de mise en capacité aspirée. Et quand je dis, il y a un point à retenir qui est important, c'est pas parce qu'on a plus d'aspiration qu'on a la capacité aspirée. Je rejoins en fait la remarque que tu es en train de faire, mais on le formule chacun dans nos termes. On parle bien de la qualité d'aspiration. À travers cette quantité, c'est la qualité derrière, bien sûr, qui questionne. Je sais pas si j'ai répondu. Oui, vous avez souligné notre question un peu restreinte sur lequel finalement on forme de beaucoup de choses, hein, qu'on appelle capacité aspirée ou expression d'une aspiration. Je sais qu'on tourne autour un peu pour essayer d'être au plus près de ce qu'on peut dire. Mais en effet, ce qu'on a montré, Arnaud, tu le soulignes bien, me semble-t-il, c'est que cette aspiration, elle ne peut s'exprimer que dans certaines situations, et une fois qu'elle s'exprime, elle ne se réalise aussi que dans certains contextes, et en particulier pour les peu et pas du tout qualifiés, lorsqu'il y a la ressource de l'emploi qualifié qui supporte, qui appuie, qui permet d'eux. Alors tu soulignes à juste titre qu'une fois qu'on a dit ça, qu'une fois qu'on a dit que l'aspiration s'exprime dans certains cas et se transforme en réalisation dans des conditions toutes particulières, se demander le changement de métier, qu'est-ce que ça recouvre? Est-ce qu'il y a mobilité ascendante? Est-ce qu'il y a passage de l'employé non qualifié à l'employé qualifié, pour le dire ainsi, ou l'ouvrier non qualifié à l'ouvrier qualifié? Alors ça, c'est des choses qu'on a regardées sur la mobilité ascendante et sur lesquelles on n'a malheureusement pas grand-chose à vous dire, hormis le fait que aspiration ne joue pas pour aucun des jeunes, quel que soit le niveau de formation initiale en question. Donc l'aspiration ne se transforme pas, pour personne, en mobilité ascendante. Olivier Joseph du CEREC. J'ai aimé les 4 présentations. Ce qui m'a fait défaut, en fait, dans tous ces discours, c'est qu'on parle d'emploi non qualifié, mais on parle pas de la durée des emplois, en fait. Et en fait, ces dernières années, on a parlé beaucoup sur le marché du travail, ces transformations avec les emplois courts. Donc je me demande comment, en fait, on peut penser des aspirations à se former, des aspirations à des mobilités, quand on a certes des situations d'emploi qui s'enchaînent, mais de courte durée dans différents univers professionnels. Et pour des emplois de 3-4 mois qu'on enchaîne avec des périodes de chômage ou des petits bouts de formation, en fait, il n'a pas été évoqué comment des individus peuvent se projeter. De la même façon, dans le rôle des employeurs qui recourent à cette main-d'œuvre sur des petits bouts de temps. Comment elles peuvent se projeter, sachant aussi leur processus de production qui peuvent évoluer, leur organisation qui peuvent évoluer. Je ne sais pas en fait si dans ce cas-là, c'est un point qui a été abordé en fait. Voilà. Peut-être je propose qu'on prenne en même temps peut-être les 2 questions de ce côté-ci. Voilà. Je vous laisse y aller.
De manière à ce qu'on puisse terminer dans les délais normaux, c'est ça? Bon. De toute façon, l'hypoglycémie vous guette. Oui. José Rose, merci pour toutes ces idées, réflexions, résultats. Un m'a particulièrement surpris, c'est celui dans la deuxième communication. Oui, c'est ça, celui de Josiane, et j'ai pas le prénom de... Ah voilà, ça. Et donc, ce résultat, c'est le suivant. Il y aurait un lien entre qualification, niveau de qualification, et raison de motif d'insatisfaction. Pour la faire courte, les non qualifiés, c'est d'abord un problème d'emploi et de durée du contrat. Pour les qualifiés, c'est un problème de travail et de conditions de travail. Et pour les cadres et professions intermédiaires, c'est une question de carrière et de répartition des temps. Alors, sans doute, puisque c'est un résultat, mais il est très différent de ce qui est aujourd'hui considéré comme un allant de soi, aussi bien chez les chercheurs que dans les médias. C'est que les grandes questions qui se posent aujourd'hui à tout le monde, c'est le sens du travail et c'est la non-reconnaissance du travail. Eh bien, il va falloir maintenant rajouter, à l'exception des non-qualifiés. Merci aussi pour toute cette présentation. Moi, je voulais juste évoquer un point qu'on a déjà évoqué entre nous, mais j'insiste. Autant je trouve passionnant de prendre en compte la question des aspirations pour caractériser ce que c'est que l'aspiration, à se former, changer de métier, pour essayer d'en mesurer les effets sur l'accès à la formation, sur les parcours et les reconversions. Autant j'ai un peu une crainte, même si les approches qui ont été présentées présentent les aspirations et leurs déterminants. Mais j'ai quand même une crainte, c'est que ces travaux contribuent à rabattre un peu la question du rapport à la formation sur la dimension individuelle et comportementale. Et que l'aspiration pourrait jouer, en matière de rapport à la formation, d'accès à la formation, le même rôle que l'activation par rapport à l'accès à l'emploi, recherche active d'emploi, une surdétermination par les comportements individuels, alors qu'on sait que les déterminants du rapport à l'emploi ou à la formation, ils sont aussi macro, environnementaux, ils débordent très largement le rapport individuel, pour pas dire subjectif, à la formation. Et oui, merci. En effet, mais tout le projet SCAP prend au mot cette question, il me semble. Enfin bon, donc, des réponses qui souhaitent commencer, un dernier tour? Sur la question de José, puisqu'il a interpellé directement la deuxième intervention, c'est un résultat qu'on a. Je peux pas le dire autrement que ça. Enfin, alors, c'est ce qui se dit, encore une fois, mais c'est ce qui se dégage de manière dominante. Ça veut pas dire qu'avoir un travail qui fait sens n'intéresse pas les salariés que tous les emplois peuvent qualifier. Mais leur préoccupation première, c'est d'abord d'essayer de trouver un emploi, tout simplement un emploi qui soit pas ou avec un multi-employeur ou avec des conditions un peu dégradées. Et la question du travail, elle arrive après, et la question du sens, elle arrive après. C'est juste une hiérarchie, je pense. Ça dit ça, en fait. C'est ce que ça dit. Comment? Si je peux ajouter. Juste pour compléter, l'enquête des filles, elle s'arrête en 2019. La question du sens et l'importance du sens, elle s'est accentuée sur les 3 dernières années, beaucoup plus après la crise Covid, et je pense qu'on ne la captait pas suffisamment et qu'elle n'était pas prise peut-être suffisamment en compte. Mais je suis d'accord, elle est extrêmement présente aujourd'hui. Mais peut-être si on a d'autres vagues, ça va apparaître davantage. Moi, moi aussi, pendant la crise Covid, on entendait ça partout. C'est la question du sens. Les gens veulent changer de métier parce qu'effectivement, ils veulent donner du sens à leur travail. Mais il faut pas oublier aussi qu'à la fin du mois, il faut faire bouillir la marmite. En fait, il faut dire les choses d'une manière très triviale et très simple. Et c'est ça la priorité pour ces salariés-là. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'enquête. Et il y a un point peut-être à revoir. C'est pas ce qui joue sur l'insatisfaction, c'est ce qui joue sur le souhait de se reconvertir. Donc on fait le lien aussi, il y a le lien entre l'insatisfaction et le souhait de se reconvertir, mais il y a aussi peut-être des éléments matériels comme dit
où j'en suis en ce moment, de quoi j'ai besoin pour faire bouillir un minute, avoir un emploi qui soit pas dans des conditions qui soient trop déplorables non plus. Donc c'est pas juste, je reprends ce terme insatisfaction, c'est souhait de reconversion. Très rapidement aussi par rapport à ce qu'a dit Olivier Joseph sur la très forte l'émergence de ces contrats très très courts, qui effectivement a priori touchent d'abord prioritairement les jeunes. De fait, on l'a prise en compte et on voit que ça réapparaît dans les ressorts d'aspirer à changer de métier, puisqu'en fait là les mobilités d'emploi en fait sont un facteur encourageant à l'aspiration. Et pareil, par rapport à ce qu'a dit Christophe, oui, ça c'est clair que nous on va regarder on met la focale sur ce qui semble donner lieu à des changements, des comportements individuels mais néanmoins on essaie de prendre en compte le plus possible le contexte de cycle, le contexte aussi je prends la mobilité d'emploi, etc. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, ça c'est fait, c'est le toujours étant par ailleurs, donc on peut aussi remettre en cause, mais l'idée c'est effectivement d'avoir, notamment aussi d'intégrer les dispositifs institutionnels. Donc, c'est bon. C'est surtout la question d'Olivier, mais vous savez qu'on n'est pas sur une question, contrairement aux autres, de l'aspiration, donc vers les mobilités. Après, ce qu'Olivier disait sur finalement le parcours, nous on en a tenu compte dans la mesure où on a regardé finalement qu'est-ce qui s'était passé avant la crise sanitaire, est-ce qu'ils ont eu en gros une succession d'emplois, l'ancienneté dans l'emploi qu'ils occupaient, puisque finalement ceux arrivés les premiers sont les premiers à partir, entre guillemets. C'est un peu parce qu'on vous a pas présenté l'entièreté de ce qu'on a analysé, puisqu'on s'est focalisé vraiment sur la question de la qualification, mais par ailleurs, effectivement, les parcours antérieurs des individus jouent sur les mobilités qu'on a pu observer. Je crois qu'il est temps de clore, non? Juste pour compléter par rapport à la question de Christophe, on le voit très bien, si l'objectif c'est vraiment de créer une justice sociale qui est généralisée, on voit que l'aspiration booste, déverrouille, mais elle n'est pas du tout suffisante et que les dispositifs institutionnels jouent énormément et au contraire, il faut en développer davantage parce que les inégalités restent présentes. Et pour la question de la durée, au niveau des modèles, on a contrôlé pour les durées et donc on neutralise un petit peu en fait cet effet-là. Bon, c'est bon. Merci beaucoup et bravo pour ce que contribution.